Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs qui sont dans la salle, je dois d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à être ici. Il y a au moins trois raisons. La première, c'est l'amitié. J'ai beaucoup d'amis dans la salle, notamment Françoise et Christian Jacquier qui me logent ici à Combloux depuis hier. D'habitude, quand je vais en montagne, je vais à Chamonix et je découvre que Combloux, c'est bien, quoi. Jusqu'hier ce matin, bon, je vous demanderais simplement de retirer cette phrase des comptes rendus, parce que si à Chamonix ils apprennent que j'ai dit ça ici, je vais avoir des problèmes diplomatiques assez graves. La deuxième raison, évidemment, c'est la montagne. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et la troisième raison, c'est qu'il y a un lien assez direct entre cette manifestation et un colloque que j'ai organisé avec trois collègues du CEA au mois de mai dernier à l'école de physique des Ouches, donc tout près d'ici. Parmi ces collègues, il y avait Roland Lehoucq, qui est astrophysicien, il y avait Gilles Ramstein, qui est climatologue, et il y avait Hervé Bersegol, qui est un physicien spécialiste des questions d'énergie, et il y avait Sylvestre Huette, qui est journaliste. Et on a organisé ce colloque pour essayer de comprendre comment la science intervient ou pas dans la façon de prendre des décisions politiques. Donc on avait invité un certain nombre d'élus, notamment des députés, des scientifiques, et pendant une semaine, on a discuté de la façon dont les scientifiques pourraient améliorer la diffusion de leurs connaissances, et puis les politiques nous ont expliqué comment les différentes contraintes qu'ils ont au moment de décider peuvent faire en sorte que la science soit d'une certaine façon relativisée. Et Christian et François Jacquier, qui étaient dans la salle, qui ont assisté à toutes les discussions, ont eu l'idée de, je crois, à cette occasion-là, d'organiser ce colloque et je m'en réjouis. Bon, la question de l'eau, j'ai peu de temps pour en parler, mais évidemment, c'est une question fondamentale. Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, disait que l'eau est l'organe du monde. Et bien avant lui, un philosophe grec qui s'appelle Thalès voyait dans l'eau le principe premier. Il pensait que l'eau pouvait expliquer tout ce que nous observons dans le monde. Il disait, je le cite, « L'eau est la cause matérielle de toute chose. N'est-ce pas elle qui fait pousser les végétaux, qui désaltère l'homme, qui abrite les poissons dont il se nourrit? N'est-ce pas l'eau encore qui, tombant du ciel ou se cachant dans la terre au fond des puits, irrigue les champs et fait tout croître? Il est vrai que de toutes les substances visibles, l'eau est celle qui prend les formes les plus variées. Glace, neige, vapeur, nuages, liquides, sans compter les roches qui, aux yeux des Grecs, étaient de l'eau gelée. Ils pensaient que les roches étaient de l'eau gelée, comme ils n'avaient jamais vu de glace. C'est l'hypothèse qu'ils avaient formulée. Dans les deltas des rivières, elles semblent se transformer en terre. Ailleurs, elles semblent en jaillir. L'eau coule, circule, imbibe, se transforme, s'infiltre, fertilise les sols, porte les navires. N'est-elle pas le lien liquide qui unit le tout à lui-même, l'empêchant d'être un agrégat de choses étrangères les unes aux autres? Bref, pour Thalès, tout commença dans l'eau. Tout commença dans l'eau. Il n'avait sans doute pas remarqué que l'anagramme de tout commença dans l'eau, c'est le commandant Cousteau. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait de cet anagramme, d'ailleurs, s'il l'avait connu. Monsieur Raffarin l'a rappelé, il y a la science d'un côté et il y a le cœur de l'autre. Alors, je vais vous parler, moi, très brièvement de l'eau, scientifiquement, de la molécule d'eau, mais évidemment, je ne peux pas commencer cela sans rappeler, après Bachelard, qu'on peut connaître la science sans que cela détourne de la poétique des choses. Et il y a bien une poétique de l'eau qui a été étudiée notamment par Olivier Ray, dans un petit livre que je vous recommande qui s'appelle « Réparer l'eau », qui a rappelé comment l'eau a été pensée, imaginée, par des gens comme Dürer, Léonard de Vinci, Bachelard que j'ai cité, comment elle a inspiré des poètes comme Francis Ponge dans son livre Le parti pris des choses, qui écrit par exemple que on pourrait presque soutenir que l'eau est folle à cause de cet hystérique besoin qu'elle a de n'obéir qu'à sa pesanteur, qui la possède comme une idée fixe. Et puis il y a ce proverbe chinois qui pourrait servir de dicton pour notre réunion d'aujourd'hui et de celle de demain, et ce proverbe chinois qui dit « Il faut toujours boire l'eau en pensant à sa source ». Et puis il y a cette question vertigineuse qui est à la fois un défi pour les scientifiques et puis peut-être une source de questionnement pour les autres. C'est une question qui a été posée par Shakespeare, qui se demandait
quand la neige fond, où va le blanc? Voilà. Peut-être que vous avez une réponse. Moi, je ne sais pas répondre. Maintenant, j'en viens à l'eau rapidement d'un point de vue scientifique. Pour l'eau, vous le savez, c'est H2O, donc ce sont des molécules composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Mais je ne sais pas si on a toujours conscience quand on boit un verre d'eau qu'on ingurgite d'une part à chaque gorgée des milliards d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et au cours du XXe siècle, les physiciens ont compris que tous ces atomes qu'on trouve dans la molécule d'eau sont de lignée céleste. Les atomes d'hydrogène, d'où est-ce qu'ils viennent? En fait, ils ont été formés dans l'univers primordial, il y a plus de 13,7 milliards d'années, quand la température de l'univers s'est un petit peu abaissée et que les quarks, qui constituent les protons, ont pu fusionner. Et donc, tous les atomes d'hydrogène qu'on trouve aujourd'hui dans l'eau ont 13,7 milliards d'années. Quant aux atomes d'hydrogène, eh bien, ils ont été produits par une suite de réactions nucléaires qui se sont produites dans le cœur brûlant d'une étoile qui a explosé il y a 5 milliards d'années, étoile qui a ensuite dispersé ces atomes d'oxygène dans le vide intergalactique. Et donc les atomes qui constituent l'eau viennent de très très loin, et à chaque fois que nous nous désaltérons, eh bien, nous accomplissons un acte qui nous relie intimement à l'histoire de l'univers, notre corps absorbe en définitive des bribes de l'aurore du monde mélangées à des cendres plus tardives du feu stellaire. Bachelard, que j'aime citer, disait aussi « Une goutte d'eau suffit pour créer un monde ». En fait, on pourrait retourner la formule en tenant compte de ce que je viens de vous dire et affirmer qu'il a fallu tout un monde et même un univers très âgé pour créer une goutte d'eau. La molécule d'eau, c'est une molécule qui est non linéaire, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle s'installe sur une ligne droite avec l'oxygène au milieu et les hydrogènes de part et d'autre. En réalité, comme vous savez, il y a un angle de 104 degrés. Il y a une sorte de triangle formé par la molécule avec un angle de 104 degrés. Et entre l'atome d'oxygène et ces deux comparses d'hydrogène, il y a une distance d'1 dixième de milliardième de mètre, ce qui ne fait pas beaucoup. Et c'est une molécule qui est stable par le fait que tous les atomes qui la constituent comblent leur manque. Dans l'hydrogène, il y a un proton avec un électron qui tourne autour, mais dans la couche électronique en question, il y a la place pour 2 atomes. Donc il en manque un. Dans l'oxygène, qui a 8 protons dans le noyau, il y a donc 8 électrons qui tournent autour, 2 dans la couche du bas, puis 6 dans la couche du haut, alors qu'il y a de la place pour plus, et pour 8 en fait. Donc il y a 2 cases manquantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque atome d'hydrogène, avec l'atome d'oxygène, partage un doublet d'électrons. Comme il y a 2 hydrogènes, ça fait 2 doublets partagés, ce qui fait que chaque couche est saturée, la molécule d'eau est très stable, et on pourrait dire que pour ce qui est des électrons, la molécule d'eau, c'est une merveille de partage. On ne peut pas faire mieux. Et en plus, l'hydrogène, l'atome d'hydrogène, il peut se coupler très faiblement avec d'autres atomes d'hydrogène, d'autres molécules d'eau. C'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Et cette liaison hydrogène, même si elle est très peu intense par rapport à la liaison intra-atomique, elle a un rôle très très important. Je n'ai pas le temps d'expliquer les choses en détail, mais si les liaisons hydrogène étaient plus fortes, la Terre serait couverte de glace. Et s'il n'y avait pas de liaison hydrogène, toute l'eau serait sous forme gazeuse, sous forme de vapeur, et il n'y aurait pas d'eau liquide. Donc c'est quelque chose de petit phénomène comme ça, assez miraculeux, sans lequel le monde serait complètement différent de ce qu'il est. Il y a une autre propriété très spécifique de l'eau, qui est presque unique pour ce qui est des corps naturels, c'est que l'eau, c'est le seul des corps naturels dont la phase solide soit moins dense que la phase liquide. La glace flotte. Il n'y a aucun autre corps qui ait cette propriété. Si vous prenez un glaçon de fer, du fer solide, que vous faites tremper dans du fer liquide, ben le glaçon de fer coule. La glace flotte, et imaginez ce qu'est serait le monde si la glace ne flottait pas, vous verriez qu'il serait très différent. Et c'est une découverte qu'on a faite assez récemment. Par exemple, au XIIIe siècle, il y avait un savant très fameux qu'on appelait Docteur Mirabilis. Son vrai nom, c'était Roger Bacon. Et il essayait d'expliquer d'où vient que quand on laisse une bouteille d'eau en verre, remplie d'eau, donc, un soir où il fait grand froid, on la retrouve le lendemain matin brisée. Explication.
Le froid fait que l'eau liquide gèle, se transforme en glace. Eux pensaient que l'eau était comme tous les corps, c'est-à-dire que la phase solide est plus dense que la phase liquide. Donc en gelant, l'eau se contracte, et donc il y a du vide qui va apparaître dans la bouteille. Comme la nature a hors du vide, c'est ce qu'on voyait à l'époque, sous l'autorité d'Aristote, comme la nature a hors du vide, la nature demande à la bouteille de verre de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide qui menace de se manifester apparaisse. Bon. Une autre propriété dont on parlera beaucoup demain quand on parlera des questions d'énergie, c'est que l'eau réclame plus d'énergie pour se chauffer que l'huile. Alors pour être très précis, élever d'1 degré la température d'une masse d'eau réclame 2 fois plus d'énergie que pour la même masse d'huile. Et c'est cette propriété très singulière qui donne à l'eau sa très grande capacité à emmagasiner de l'énergie, qui fait par exemple des océans d'excellents régulateurs de la température de la surface de la Terre. Et c'est cette même capacité très particulière de l'eau qui est mise à profit dans l'industrie, où on utilise l'eau comme liquide de refroidissement, mais aussi pour transporter de la chaleur. Enfin, avant-dernière propriété, l'eau a un pouvoir de dissolution, notamment des sels, qui est très grand, que vous connaissez. Mais il y a aussi des grandes questions de physique, ou de chimie, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui restent posées à propos de l'eau. Notamment un effet qui a été découvert par un collégien tanzanien il y a quelques dizaines d'années, qui s'appelait Mpemba, ce qu'on appelle l'effet Mpemba, qui est que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Voilà. L'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide, c'est très mystérieux. Pourquoi? Parce que pour que de l'eau chaude devienne de la glace, il faut qu'elle devienne d'abord de l'eau froide. Donc on pourrait penser que pour que l'eau froide gèle, il faut moins de temps que pour que de l'eau chaude gèle. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et c'est un phénomène qui reste un sujet d'étude. Il n'y a pas de réponse claire qui soit donnée à ce phénomène. Dernière information, nous sommes faits d'eau à 65%. Dans notre corps, il y a 65% d'eau. Ce n'est pas réparti de la même façon. Par exemple, dans le cerveau, la proportion monte à 76%. Donc il y a plus d'eau dans notre cerveau que dans le reste de notre corps. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de cette information. Dernière chose, parce que c'est toujours bien d'apprendre des mots nouveaux, l'eau est un composé amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois basique ou acide. Elle peut capter un proton, elle devient un ion H3 ou bien elle peut perdre un proton et elle devient l'ion OH-. Mais là encore, je ne sais pas ce que vous pourrez faire de cette information. Voilà. Voilà. J'ai été bref volontairement et je laisse la parole à un spécialiste, parce que moi je ne suis pas spécialiste. Je vais animer les tables rondes, j'ai un peu travaillé pour les préparer, mais ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne suis pas hydrologue, je ne suis pas climatologue. Et je laisse la parole à Thierry Lebel qui, lui, va nous parler en compétence de cette question de l'eau. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc j'ai la lourde responsabilité de succéder à Étienne Klein qui vous a brossé un petit paysage de ce qu'est l'eau et de ce qu'est la molécule d'eau. Alors il vous l'a déjà évoqué dans un grand nombre de ses états, et c'est un peu le titre que j'ai choisi pour ma présentation. L'eau dans tous ses états, pas seulement ses états physiques, hein, la glace, la vapeur et l'état liquide, mais également ce qu'on en fait nous à travers nos activités humaines. Donc j'ai 4 temps dans ma présentation. Je vais d'abord parler rapidement du cycle de l'eau, après de son interaction en fait avec le changement climatique. Je vais aussi évoquer un peu les questions d'échelle qui sont très importantes pour comprendre en quoi les modifications qu'on apporte à notre environnement vont nous impacter. Tout dépend des échelles qu'on va considérer, et puis quelque chose d'un peu plus systémique. Alors pour faire le lien avec la question climatique, tout de suite quelque chose. Effectivement, la molécule d'eau est extraordinaire. Quelque chose que n'a pas dit Étienne Klein, c'est que l'eau, en principe, elle n'a pas d'odeur et pas de couleur. Et il y a une autre molécule qui possède à peu près les mêmes propriétés de neutralité chimique
de ne pas avoir d'odeur et de ne pas avoir couleur. Donc c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu et jamais senti. Par contre, c'est la molécule de CO2. Et qui est trivalente, enfin qui est une molécule à 3 atomes, hein, comme la molécule d'eau. Et donc, j'évoquerai le fait qu'en fait, le cycle de l'eau et le cycle du carbone sur Terre sont très étroitement couplés. Et c'est ce qui fait que on ne peut pas parler du cycle de l'eau sans parler du cycle du carbone, et que les questions de changement climatique et de modification du cycle de l'eau sont étroitement liées. Alors, l'eau, elle circule dans ces différents états physiques. Comme l'a très justement dit M. Raffarin, ça représente très peu de choses sur Terre. Vous voyez sur cette image, l'eau, c'est 0,5% de la masse de la planète Terre. Donc c'est cette grosse boule qu'on voit, cette grosse boule bleue, enfin cette petite boule bleue comparée à la grosse boule qu'est la Terre. Et à côté de ça, vous avez 2 toutes petites boules que vous voyez peut-être à peine. Une petite boule qui représente l'eau douce liquide. Et puis une boule encore plus petite qui est l'eau douce liquide de surface. Donc l'eau douce liquide, voilà, c'est moins de 2% de l'eau disponible sur Terre. Et puis l'eau douce liquide de surface, celle à laquelle on peut accéder facilement, ça représente moins d'1% de toutes les molécules d'H2O qui sont issues de cette grande mécanique astronomique dont nous a parlé tout à l'heure Étienne Klein. Si on le regarde donc sous une forme un peu plus imagée, voilà, l'eau elle est stockée avant tout dans l'océan. Et l'eau liquide, en fait, elle est. Quand je vous dis que l'eau de surface représente moins d'1%, c'est qu'il y a beaucoup d'eau liquide qui sont stockées dans des compartiments où en fait elle est inaccessible ou très difficilement accessible. Donc quand on réfléchit à la manière dont on peut accéder à l'eau, il faut savoir que cette eau qui est très difficilement accessible, c'est souvent de l'eau fossile, et que si jamais on va puiser dans ces réservoirs, eh bien, pratiquement, on ne peut pas la renouveler. Une autre chose très importante, c'est que ça, ce dont je vous parle, c'est des stocks. Alors, je vous épargne hein, les détails. Chacune de ces diapositives, on pourrait passer 10 minutes dessus pour les commenter en détail. Mais une chose, en fait, qui est tout aussi fondamentale que les quantités, c'est la manière dont ça circule entre les différents réservoirs. D'accord ? Alors, le cycle de l'eau, Étienne Klein, qui est un féru d'histoire des sciences, aurait pu nous parler d'Aristote et de la manière dont les Grecs imaginaient ce que c'était le cycle de l'eau. En fait, ils avaient des idées tout à fait intéressantes et amusantes sur le sujet. On a mis pas mal de temps avant de comprendre qu'en réalité, tout ça, c'était une grande machine avec de l'eau liquide qui s'évaporait et qui était recyclée de façon permanente. Mais les Grecs, ils ne voyaient pas ça du tout comme ça. Et ces transferts d'eau, en fait, ce qui est très important, c'est que les océans stockent beaucoup d'eau, mais elle l'évapore. Quand vous évaporez de l'eau de l'océan, l'eau, c'est de l'eau salée, vous l'évaporez, ça devient de l'eau liquide, de l'eau douce. Et en fait, les océans représentent 70% de la surface du globe. Et les océans sont donc un apport majeur d'eau douce pour les continents. Parce que l'eau qui est évaporée est donc adoucie en quelque sorte par un mécanisme naturel, va se transférer sur les surfaces continentales, et la plupart de l'eau en fait précipitante qu'on va récupérer et utiliser, c'est une eau qui vient de l'océan à travers le cycle de l'eau. Donc encore une fois, dans cette affaire du cycle de l'eau, les stocks sont importants, bien entendu, mais les transferts entre ces différents compartiments, avec des échelles de temps qui sont propres à chacun de ces compartiments, sont également très importantes à considérer. Le système Terre, qu'est-ce que c'est ? C'est un certain nombre, 4 grands milieux, hein, l'atmosphère qui est au-dessus de nous, les océans, et puis les surfaces dites continentales, ces surfaces continentales étant parfois couvertes de glace et également souvent de végétation. Et donc la façon dont ces différents compartiments échangent, et puis dessous nous, il y a aussi la Terre interne, j'en dirai un mot tout à l'heure. Elle a un rôle assez secondaire, mais enfin, il faut aussi la considérer. Et comment c'est différent? Alors, j'ai mis les flèches entre tous ces compartiments. Comment ces échanges se font? Eh bien, d'une part, ils sont pilotés, il faut de l'énergie pour échanger. Cette énergie, elle vient essentiellement du Soleil. Et l'énergie qui nous vient du Soleil, c'est une source qui est extrêmement stable.
À l'échelle de l'humanité, on peut considérer que l'énergie qu'on reçoit aux confins de l'atmosphère de la part du Soleil est totalement stable, avec des petites fluctuations qui sont des éruptions solaires. Je donnerai un chiffre là-dessus tout à l'heure pour bien montrer que pour les questions qui nous concernent et à nos échelles, on peut considérer que c'est quelque chose qui est absolument constant. Et puis on a un peu d'énergie aussi qui vient de la Terre interne. Alors en milieu de montagne, tous les gens qui connaissent les glaciers savent bien que c'est bizarre, mais même en plein hiver, quand il fait -15, il y a encore de l'eau qui coule sous les glaciers. Et en fait, ça, c'est le rayonnement géothermique qui vient de la Terre. Il y a des réactions nucléaires dans le cœur de la Terre qui est chaude en permanence. Et donc, ça fait fondre les glaciers par en dessous. Mais cet apport d'énergie de la part de la Terre interne est relativement négligeable par rapport à celui qu'on reçoit du Soleil. Et puis, entre ces différents compartiments, on a deux grands cycles qui sont essentiels. C'est le cycle de l'eau et c'est le cycle du carbone. Et ces deux cycles sont étroitement liés l'un à l'autre, et c'est un petit peu de ça que je voudrais parler par la suite, quand j'évoquerai la question du couplage entre réchauffement climatique et cycle de l'eau. Là-dessus, ça, ce sont des cycles naturels, il y a l'empreinte de l'homme. C'est-à-dire que nous, on s'est chargé de faire une espèce d'expérience grandeur nature qu'aucun physicien délirant n'aurait jamais pu imaginer, qui consiste à mettre en jeu, en fait, déstocker de l'énergie, essentiellement l'énergie carbonée qui existe sous forme de pétrole et de carbone, de la mettre en jeu et de voir comment ça pouvait modifier les grands cycles naturels. Donc ça, c'est une expérience à laquelle on est en train de se livrer, extrêmement intéressante. On ne sait pas trop où elle nous mène, mais en tout cas, ça a justifié qu'on appelle ça l'Anthropocène, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des grands cycles géologiques et que depuis, alors, à quand on doit faire démarrer l'Anthropocène, c'est un sujet de controverse dans nos communautés. Disons qu'on peut considérer qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'homme a acquis la capacité, une capacité d'interagir avec les grands cycles naturels avec une puissance quasiment égale à ces cycles eux-mêmes. Donc ça, c'est un dessin messianique, quelque part, si vous y réfléchissez, qui change complètement la nature de la présence de l'homme sur la planète. Il y a une petite bizarrerie au passage, je parlais de l'eau dans tous ses états, c'est que, bon, on a de la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère, on a de l'eau solide qui est stockée dans les calottes et les glaciers. La vapeur d'eau atmosphérique, elle tombe sous forme de précipitation. C'est là qu'on distingue l'eau verte qui va être stockée dans la zone racinaire et dans les plantes, et puis l'eau bleue des lacs, des rivières et des nappes souterraines. Accessoirement, les glaciers peuvent fondre, et donc ils vont aussi alimenter cette eau bleue. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait? On produit ce que j'appelle de l'eau grise, ce qu'on appelle de l'eau grise et de l'eau noire. L'eau grise, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, et puis on en reparlera probablement dans des tables rondes plus tard. C'est une eau qui est réutilisable dans certaines conditions, bien qu'on en ait modifié les propriétés chimiques. Et puis l'eau noire, c'est une eau qui est impropre à tout usage et contaminante pour les milieux des espèces vivantes. Il faut savoir, par exemple, qu'en Chine, dans la Chine du Nord, 25% des cours d'eau et des nappes associées sont aujourd'hui totalement inutilisables pour les populations humaines. Donc la Chine, ce n'est pas un tout petit pays, et la Chine du Nord, ce n'est pas tout petit non plus. Donc vous voyez qu'on a quand même acquis une capacité de nuisance pour les milieux naturels qui est quand même assez exceptionnelle. Et ça, c'est quelque chose auquel on va devoir faire face, c'est-à-dire que, bien entendu, je vais vous parler là, tout de suite après un peu de l'impact du réchauffement climatique sur l'eau, mais en parallèle de ça, il y a des choses qui sont tout aussi importantes, c'est la manière dont nous, à travers l'usage qu'on en fait et les pollutions qu'on génère, on peut aussi rendre de l'eau impropre à la consommation. Une chose que n'a pas dit Étienne, mais qu'il faut aussi savoir, c'est que globalement, le stock d'eau sur Terre, il est constant. Et ce petit paquet là, de molécules de H2O, il n'y a pas d'évaporation vers la stratosphère, il n'y a pas d'apport d'eau significatif depuis la Terre interne. De temps en temps, il y a un volcan qui ramène un petit peu d'eau, mais c'est tout à fait négligeable. Donc on joue finalement à somme nulle. Par contre, évidemment, du point de vue de l'homme, vous voulez avoir de l'eau qui est propre à la consommation, et donc si vous la polluez de telle sorte qu'elle devient pratiquement
que vous ne pouvez pas la régénérer, eh bien c'est de l'eau que vous allez perdre. Vous n'allez pas perdre les molécules, mais du point de vue de l'utilisation humaine, vous allez la perdre. Alors, bien entendu, la question du réchauffement climatique est centrale dans ces affaires, et on va voir pourquoi à plusieurs égards. Juste un petit rappel. Quand on est dans ce genre de réunion, on ne sait jamais trop ce que les gens ont intégré ou pas de la question du réchauffement climatique. Donc en 2-3 diapositives, je vais le rappeler. Ça, c'est la courbe des observations de la température moyenne terrestre depuis le début de l'ère industrielle. Donc vous pouvez voir qu'en gros, je pourrais la commenter là aussi en 10 minutes dans les détails. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une espèce de variabilité interannuelle, mais que depuis les années 70, on a une croissance qui est extrêmement importante, régulière. Et lors du dernier rapport du GIEC, quand on a fait les moyennes sur les 10 dernières années, 2011-2020, on avait une augmentation qui était à plus 1,1 degré. Cette année, en 2023, on est à plus 1,48. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont suivi un peu l'histoire des négociations climatiques, etc., vous savez qu'à Paris, on a un engagement, qui est un engagement international, qui a dit qu'on voulait limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, et si possible, beaucoup moins de 2 degrés. Alors, le beaucoup moins de 2 degrés, il n'est pas écrit dans l'accord de Paris, mais on l'a traduit comme 1,5 degré. Donc là, on est à 1,48. Donc, le 1,5, on y est. Peut-être que l'an prochain, on sera à 1,40, d'accord ? Mais vous verrez tout à l'heure qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'on ne va pas du tout se limiter à ce 1,48 parce qu'on mène une expérience qui est tellement excitante qu'on n'a aucune envie de l'arrêter. Ce réchauffement, il n'est pas dû à une hausse du rayonnement solaire. Il y a eu des gens qui ont essayé d'expliquer que oui, mais vous savez, le soleil, parfois il y a des éruptions, etc. Il faut savoir que, comme je montrerai tout à l'heure, du point de vue de la mécanique céleste, la mécanique de la rotation de la Terre autour du Soleil, on est plutôt dans une période de refroidissement, et que les éruptions solaires, quand ça augmente ce rayonnement à la surface de l'atmosphère, c'est plus 0,1 watts par mètre carré. Bon, ça vous dit rien, mais ce chiffre, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, je le comparerai à un autre chiffre tout à l'heure, qui vous permettra de comprendre que ces petits pulses d'énergie solaire qu'on reçoit de temps en temps, finalement, dans la machine climatique, ils pèsent très peu. Le réchauffement, il n'est pas lié non plus à la variabilité interne du climat. Hein. Les 10 années les plus chaudes sont toutes après 2010. Et c'est une variation qui n'a jamais été observée depuis 15 000 ans, à une rapidité surtout qui n'a jamais été vue. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pas seulement pour la question de l'eau, d'une manière générale, le fait qu'on réchauffe très vite, ça met les espèces en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont être capables de s'adapter plus ou moins vite, plus ou moins bien. Et donc celles qui ont une bonne capacité d'adaptation, qui peuvent migrer en altitude ou en latitude, vont survivre mieux que les autres. Et très accessoirement, il se trouve que chez les hommes, c'est pareil. D'accord ? Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de bouger vite, de s'adapter vite, et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et donc ça va créer, ça crée déjà, et ça va créer des phénomènes de plus en plus importants de concurrence entre les humains au sein des sociétés et entre les sociétés sur la planète. Ce réchauffement, donc, qui n'est pas d'origine naturelle, il est provoqué par la hausse de la teneur des gaz à effet de serre. On est aujourd'hui à 415 ppm, même 420 ppm, hein, c'était 415 en 2021. Il faut savoir que pendant 800 000 ans, la teneur en CO2 dans l'atmosphère, alors je ne vous parle que du CO2 dans les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi du méthane, etc. Mais enfin, le CO2, c'est celui qu'on a rejeté de manière la plus importante, hein, du fait de l'utilisation d'énergie de sources carbonées. Et depuis 800 000 ans, on était resté entre 180 et 280. Aujourd'hui, on est à 420. Donc c'est quand même vous dire que quand je vous parle d'une expérience grandeur nature, ce n'est pas juste une boutade, c'est une réalité, quoi. Il faut imaginer un système naturel qui était tamponné entre 180 et 280. Aujourd'hui, on est à 420. Et on sait qu'on va aller à 500, à 600, très joyeusement, sauf peut-être immense catastrophe que personne ne souhaite.
On en connaît la cause, hein, effectivement. Donc, si vous mettez en comparaison ces deux courbes, vous voyez que la courbe des émissions de CO2 est très semblable à celle des émissions de température, beaucoup plus régulière. Alors, bon, voilà, corrélation ne vaut pas raison, hein, mais il se trouve que il y a notamment un prix Nobel de physique en 2020 qui a montré la séparabilité, qu'on pouvait étudier de façon les causes du réchauffement de la planète entre les forçages qu'on appelle naturels, par exemple des éruptions solaires, des éruptions volcaniques, et les causes d'origine humaine, le fait qu'on est en train donc d'augmenter de façon très significative la teneur de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc sur cette figure, vous avez en noir les températures observées, hein, c'est en gros la même courbe que vous aviez déjà. Et puis vous avez en vert, enfin en bleu turquoise, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les augmentations qui sont simulées par les modèles si on ne rentre que les forçages naturels. Et ce que vous voyez, alors vous voyez de temps en temps, par exemple, il y a quelque chose qui est très connu, c'est la dernière grosse éruption volcanique, c'est l'éruption du Pinatubo en Indonésie en 1991. Et vous voyez qu'effectivement, à ce moment-là, il y a un refroidissement parce que quand vous injectez beaucoup de particules volcaniques soufrées dans l'atmosphère, et bien en fait, vous filtrez le rayonnement solaire pendant un certain temps, 1 an ou 2 ans. Donc on voit ça très bien. Vous le voyez également sur la courbe marron. Hein. Mais si vous regardez que cette courbe verte, que vous faites en gros une espèce de tendance, eh bien vous voyez qu'effectivement, si on ne touchait à rien, la température de la Terre aujourd'hui, elle aurait plutôt tendance à se refroidir. Pour des raisons qui sont purement liées à l'orbitographie de la Terre autour du Soleil. Voilà. C'est une ellipse qui se déforme un peu, elle est plus ou moins inclinée sur son écliptique, elle glisse sur son orbite. C'est ce qui explique qu'il y a effectivement des variations naturelles du climat à grande échelle de temps. Il y a eu des glaciations, naturellement, effectivement, dont les échelles de temps caractéristiques, hein, c'est des signaux périodiques, 20 000, 40 000, 100 000 ans, en gros. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un espèce de forçage qui n'est plus du tout dans les mêmes échelles de temps, puisqu'on parle en décennies et non plus en dizaines de milliers d'années. Voilà. Alors, ça, aujourd'hui, là où on en est, c'est pour ça que je vous avais demandé de retenir le fameux plus 0,1 watts par mètre carré tout à l'heure, c'est plus 1,5 watts par mètre carré. Alors, encore une fois, ça ne vous dit rien. Hein. Bon, les watts, vous connaissez les watts des lampes, est-ce que... Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rien qu'en injectant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le bilan radiatif sur Terre, c'est-à-dire ce qui va arriver, qui va être conservé par le sol, on a une puissance supplémentaire de 1,5 watts par rapport à quelque chose qui est 340, soit dit en passant. Et donc le 0,1 watt que peut nous apporter une éruption solaire, c'est quasiment négligeable par rapport à ce 1,5 watt qu'on a produit par nous-mêmes. Alors, la question, face à ça, qu'on se pose tous, que nos dirigeants se posent, c'est est-ce qu'il faut atténuer cette expérience ou est-ce qu'il va falloir qu'on s'adapte à un nouveau climat? Ça, c'est nos courbes d'émissions. D'accord? Là aussi, on pourrait la commenter. Dessus, j'ai mis un certain nombre d'événements caractéristiques. Par exemple, il y en a un très intéressant, ça a été la dissolution de l'Union soviétique. Parce que quand vous regardez les baisses d'émissions, il n'y en a pas beaucoup, et la dissolution de l'Union soviétique, ça a provoqué une baisse des émissions très significative, parce qu'il y avait une industrie lourde qui était extrêmement carbonée et polluante. Et donc, on le voit. Il y en a une autre très intéressante, évidemment, 2008, la crise financière. Par parenthèse, dans les accords de Paris, pour que les accords de Paris soient signés, on a promis aux pays en développement un fonds vert de 100 milliards d'euros qu'on n'a toujours pas été capable de réunir. La crise financière, c'est 800 milliards qu'on a injectés dans le système bancaire. D'accord ? Et pourquoi ? Pour permettre que notre petite courbe d'émissions de CO2 reparte très gentiment à la hausse. Voilà, donc on continue. Il y a eu le Covid, moins 5%. Vous regardez aujourd'hui dans le ciel, le trafic aérien est plus important que ce qu'il n'a jamais été. D'accord ? Et je ne vous parle pas de l'impact du numérique. Parce que dans les émissions d'effet de serre aujourd'hui, en gros, trafic aérien 4%, numérique 4%,
mais à horizon 2030, si on continuait comme ça, c'est des chiffres qui vont être multipliés par 2. Donc ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais enfin, j'attire quand même votre attention, parce que c'est un angle mort, et personne ne s'en rend compte, mais notre usage absolument irrationnel à certains égards du numérique, ça a un impact environnemental énorme. Donc le sujet, c'est quoi? C'est qu'on a signé des accords et on a des engagements nationaux et internationaux où on nous dit qu'il faut qu'on soit là en 2030. Donc quand vous regardez la courbe de gauche, on vous dit « Ah, maintenant, il faut qu'on soit là en 2030 ». Qui peut croire réellement qu'en 2030, on va arriver à cet endroit-là? Et donc la question qui se pose finalement, c'est que quoi qu'on fasse, et on va essayer de faire le mieux possible, bien entendu, mais c'est qu'il va falloir s'adapter, et notamment pour tout ce qui touche à l'eau, c'est des choses que je vais un petit peu évoquer. Alors, je vais revenir à la question de l'eau. L'impact du réchauffement climatique, il y a des effets directs assez évidents, notamment en territoire de montagne, la phase des précipitations qui remonte, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, de plus en plus de précipitations l'hiver, mais sous forme de pluie et non pas de neige. La fonte des glaciers, évidemment, ça c'est un effet thermique direct. Une augmentation de la demande évaporatoire. Bon, alors la théorie du Mistral, je pourrais en discuter, mais bon, d'une manière générale, évidemment, le fait qu'on ait une atmosphère plus chaude, et notamment l'été, on a une demande évaporatoire qui est plus forte. Tous ceux qui ont vécu les canicules de ces derniers étés peuvent le comprendre. Et puis un autre phénomène qui est un peu plus, peut-être moins évident physiquement pour vous, c'est que quand on a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, une atmosphère plus chaude contient plus de vapeur d'eau, et que ça favorise l'intensification des pluies. D'accord ? On va avoir également une information qui est plus importante, et une évaporation plus importante et plus rapide, donc des précipitations qui sont de plus en plus fortes, mais en même temps de plus en plus intermittentes. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est assez curieux quand on réfléchit à l'eau, qui est un milieu homogène, qu'on ne peut pas couper en rondelles, etc. Mais en même temps, dans le cycle de l'eau, c'est extrêmement intermittent. D'accord ? Si vous voulez faire une bonne prévision météo, d'accord, vous dites juste demain il pleut pas. Ah, bon, ça peut être un critère de prévision. Est-ce qu'il pleut ou il pleut pas? Vous faites une prévision, vous dites demain il pleut pas. Et puis à la fin de l'année, vous faites le bilan avec vos amis, vous dites bah, regardez, j'ai eu raison dans 80% des cas. Parce que effectivement, en général, il fait plutôt un temps sec, même si c'est couvert, il peut faire sec, d'accord ? Donc, le cycle de l'eau, il est caractérisé par une succession de pulses de pluie qui sont suivies par des périodes sèches, où l'eau est redistribuée de façon naturelle dans le cycle de l'eau. Et ce que le réchauffement climatique va provoquer, c'est que cette intermittence, en fait, elle va augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes sèches, des périodes sèches de plus en plus longues et des précipitations qui sont en même temps de plus en plus intenses. Alors, il y a des effets indirects, les impacts sur la circulation océanique, la modification des circulations atmosphériques, et notamment quelque chose de pas tout à fait négligeable, les systèmes de mousson. Les systèmes de mousson, bah, c'est pas compliqué, c'est 5 milliards de personnes sur Terre, dont l'accès à l'eau dépend des systèmes de mousson. Le réchauffement climatique, ça perturbe de façon très importante les systèmes de mousson. Il y a le rôle des nuages, qui est aussi un défi pour les physiciens pour bien le comprendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle des rétroactions. Donc ça, c'est des effets directs et indirects. Et puis, dans l'autre sens, le fait que vous modifiez le cycle de l'eau, en fait, ça a un effet retour sur la dynamique de climat. Par exemple, les glaciers, si vous faites fondre un glacier, vous faites baisser l'albédo. Un glacier, c'est blanc, ça réfléchit le rayonnement solaire. Ben, si vous remplacez ça par une surface marron, un sol, ça va être absorbé par le sol, et donc vous allez augmenter l'effet chauffage. C'est ce qu'on appelle des rétroactions positives. On en a également avec la fonte du permafrost en Arctique, et puis également dans le domaine des échanges entre la végétation et l'atmosphère. Il y a des phénomènes de couplage, et notamment, par exemple, en Amazonie, enfin dans les grandes forêts équatoriales, il y a des formes de points de bascule où, à un moment donné, si vous réchauffez trop et si vos arbres disparaissent, vous n'êtes plus capable de faire revenir de la forêt, vous ne pouvez plus avoir que de la savane. Donc on a comme ça des expériences qu'on mène avec des impacts régionaux qui sont très significatifs. Et puis enfin, il y a la composante donc, non climatique du cycle de l'eau dont je parlais tout à l'heure sur la pollution. Alors on me fait signe qu'il faut que j'accélère. Je vais juste essayer de vous donner revenir vers des choses un peu moins globales. D'abord, le chiffre que je vous mentionnais tout à l'heure sur la dernière décennie, plus 1,1 degré globalement. En France, plus 1,7.
C'est lié à quelque chose qui a été évoqué, je ne sais plus, je crois que c'était par Étienne Klein, le fait que en fait, les océans ont des propriétés de stockage thermique bien plus importantes que les surfaces continentales. Donc les océans se réchauffent moins vite et les surfaces continentales se réchauffent plus vite. En gros, les surfaces continentales aujourd'hui, elles sont à plus 1,6 et les océans à plus 1. Donc en France, on est à 1,7, on est à peu près dans la moyenne des surfaces continentales. Il y a des endroits qui se réchauffent beaucoup plus vite. En Arctique, on est déjà à plus 4 et plus 5. Et dans les Alpes, ça c'est un calcul qu'on a fait pour les Alpes françaises, on est à plus 2,3. 2,4 dans les Alpes du Sud, 2,2 dans les Alpes du Nord. Ça, c'est quand même un message important que je voudrais faire passer. Parce que quand vous entendez les objectifs, ou quand vous entendez à la radio, il faut qu'on tienne le 2 degrés, il faut qu'on tienne le 1,5, et puis non, on est peut-être sur une courbe à 3,5, vous multipliez par 2. D'accord ? Parce que ce facteur 2 que vous avez là, 2,3 pour 1,1, vous l'aurez à peu près dans les évolutions futures. Bon, les gens qui vivent en montagne savent qu'il y a un gradient de température. Quand vous montez de 300 mètres, vous baissez la température de 2 degrés. Donc à chaque fois que vous augmentez la température de 2 degrés, c'est comme si vous faites remonter la limite puneige de 300 mètres. La trajectoire, aujourd'hui, on est sur une trajectoire à plus 3,7. Facteur 2, 7,4 degrés. Vous faites le calcul, remontez de la limite puneige, plus de 1000 mètres. Alors je ne sais pas si ça dit des choses sur la viabilité des stations de ski, mais peut-être. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a un réchauffement différencié selon les régions, ça c'est ce que je viens de vous présenter, et ce réchauffement différencié, il va se maintenir. C'est-à-dire que quelle que soit la trajectoire sur laquelle vous allez être, vous voyez, ça c'est les augmentations de température prévues sur les planètes. Vous voyez que sur les océans, c'est plus rose, le réchauffement est moins important, et que sur l'Arctique, notamment dans les régions nord, le réchauffement va être beaucoup plus important. Ça dit beaucoup de choses sur les vulnérabilités. Il faut bien comprendre que finalement, on n'est pas tous égaux devant les impacts du réchauffement climatique. D'abord parce que ce réchauffement, ça ne va pas être le même partout, et puis que selon notre degré d'exposition personnelle ou de nos sociétés, les conséquences ne vont pas être les mêmes. Alors en France aussi, on a le maintien d'un réchauffement différencié. Voilà, ça c'est 2 scénarios, je ne rentre pas trop dans le détail. Juste pour vous montrer la dernière figure en bas à droite, vous voyez bien que sur les Alpes, effectivement, c'est vraiment noir. Donc les Alpes françaises, pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas que dues à la fonte de glaciers, on dit souvent que c'est la fonte des glaciers, c'est un peu plus compliqué que ça, elles vont se réchauffer plus vite que le reste du territoire national. Donc on est réellement dans un endroit, je partage tout le lyrisme de mes prédécesseurs sur la beauté des paysages et des glaciers et de la symbolique du Mont Blanc. Il faut savoir qu'on est dans des régions qui vont être particulièrement affectées. Donc si on les aime, eh bien on devrait faire le maximum pour essayer de les protéger. Alors, pour terminer, je voudrais juste dire un petit mot sur les questions d'adaptation, qui tournent en fait autour du fait que, au-delà de la question du réchauffement climatique, on a tendance à surexploiter notre ressource, on a une baisse des stocks dans certains réservoirs, et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a tendance à la polluer. Les impacts, en fait, c'est quoi le cycle de l'eau en montagne? Voilà, c'est cette figure, c'est tous les usages. Alors là encore, on pourrait, il y a le tourisme, il y a l'énergie, enfin, il y a tout ce que j'ai évoqué très rapidement précédemment, donc je ne rentre pas dans les détails, mais finalement, les politiques de l'eau, c'est quoi? Ça va être des arbitrages entre ces différents types d'activités pour préserver une eau de qualité à la majorité de la population. Et donc, quelques considérations sur le sujet. Et d'abord, une petite illustration, et j'ai peur que je déborde un peu de mon temps, mais je voudrais quand même vous présenter ça parce que c'est important de comprendre comment est-ce que ces histoires de réchauffement peuvent nous affecter concrètement en gardant bien présent en tête ce que je disais tout à l'heure. Globalement, le stock de molécules d'eau, il est constant, c'est toujours le même. Et comme ça a été d'ailleurs mentionné aussi, en gros, les quantités de précipitations annuelles en France, elles ne vont pas beaucoup bouger. Ce qui va bouger, c'est la saisonnalité, plutôt plus de pluie l'hiver, des périodes plus sèches et plus intenses l'été. Même en zone de montagne, ce n'est pas négligeable. Dans les alpages, je veux dire, il y avait de l'irrigation en montagne. Il y avait des bis en Suisse, etc. Donc, on avait quelque chose qui était très bien fait. C'est qu'on stockait l'eau l'hiver dans les glaciers, et puis on la restituait l'été quand on en a besoin. Ça, c'est génial. Régulation naturelle. Si vous faites fondre les glaciers, ça va changer. Et donc là,
vous voyez dans un massif, pas loin ici, le massif des Bauges, donc là, ce n'est pas du tout glaciaire, juste les effets du réchauffement climatique. Vous avez en bleu ce qu'est un cours d'eau, le régime hydrologique normal d'un cours d'eau qu'on appelle nival, avec une crue qui se produit généralement en mai à la fonte des neiges. Et vous avez en rouge ce qu'on observe aujourd'hui. Et ce que vous voyez, c'est que d'une part, le pic de crue se déplace plutôt en hiver, mais surtout, vous avez une baisse du volume. Donc, quelque part, vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce que vous me dites que la quantité de précipitation annuelle, elle ne change pas. Et vous me dites que ce qui coule dans la rivière, c'est en train de baisser. Ben oui, c'est en train de baisser. Pourquoi? Parce que, en fait, vous restituez de l'eau à des époques où elle n'est pas utilisée par la végétation, et l'été, vous augmentez considérablement la demande évaporatoire. Et donc, à ce moment-là, l'eau, ben, vous ne la retrouvez pas dans vos rivières. Et il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé lors de la grosse sécheresse de 2022. Je ne sais pas trop pour la vallée de Chamonix, mais bon, moi j'habite dans la région de Grenoble, c'était très très visible. C'est que tout était roux, hein. Vous regardiez les paysages, fin juillet, vous vous croyez en automne. En septembre, il y a une pluie qui est arrivée, une pluie pas négligeable. Tout a reverdi. Vous preniez une photo, vous vous seriez cru quasiment au mois de juin. Donc ça, c'est génial parce que quelque part, ça montre la capacité de la végétation, finalement, à réutiliser l'eau. Il y a une capacité de résilience. Sauf que normalement, l'eau qui tombe à ce moment-là, elle va où? Elle va dans les rivières et elle va dans les nappes. Et donc là, ça a été utilisé par la végétation. Et pourquoi les nappes ont été à ce point en déplétion partout en France pendant très longtemps? Il s'est trouvé qu'heureusement, on a eu une année 2023 qui a été très bonne. C'est cet effet, en fait, mémoire du système de la végétation qui a besoin de consommer l'eau. Pardon, alors je vais accélérer. Je ne vais pas reprendre dans le détail, mais c'est un peu la même histoire. Alors peut-être que tout à l'heure, il y a Delphine Six notamment qui fera une présentation, elle parlera peut-être un petit peu de ça, mais quand vous avez, et on a mentionné tout à l'heure que l'Arve était un bassin qui avait une grande surface englacée, vous avez les mêmes types d'effets qui vont se passer avec la fonte des glaciers. Alors, j'ai bien aimé le chiffre, le 3 qui a été donné tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est très intéressant quand même sur ces questions de réchauffement climatique. C'est que vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop y croire. Mais les gens qui sont vraiment des acteurs économiques dont l'activité dépend beaucoup de ça, en fait, ils ont percuté très tôt. Et ce qu'ont fait les électriciens en Europe, EDF, les Suisses, les Allemands, il y a 20 ans, ils ont lancé un énorme programme de rehaussement de tous les barrages. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont dit, parce que en fait, l'eau qui est stockée dans les glaciers, c'est génial puisqu'on va pouvoir la turbiner. Et puis on a intérêt à la turbiner maintenant parce qu'une fois quand elle passera, elle repassera jamais. Hein, parce que la reglaciation, aucun d'entre nous dans cette salle ne verra jamais les glaciers regagner les surfaces qu'ils ont. Et donc ils ont fait ça. Et ça, c'était une très très bonne idée parce qu'au moins, c'est quelque chose qu'on a pu récupérer en notre faveur. Mais vous allez voir ici, si vous regardez l'Arve à Salange, par exemple, eh bien, vous voyez sur le graphique du haut que on a une hausse, donc en bleu à gauche, hein, c'est ce qui est observé, à droite, c'est des projections sous certaines hypothèses de réchauffement climatique. Donc vous voyez qu'on va avoir une hausse des débits en hiver, baisse de la fraction neigeuse des précipitations, donc au lieu de stocker cette eau précipitante sous forme de neige, on la met tout de suite dans les rivières, et par contre, une hausse, puis une baisse des débits en été. Et ça, c'est déjà amorcé. C'est-à-dire que là, le point de bascule, il est passé. D'accord ? Les débits de l'Arve en été, ils vont diminuer et continuer à diminuer de plus en plus. En particulier parce que la contribution glaciaire aux écoulements estivaux, en fait, eh ben, ça y est, elle est déjà en train de baisser. Il reste encore beaucoup d'eau à fondre dans nos glaciers, mais en réalité, on a déjà passé le point de bascule entre la hausse des débits d'été qui sont dus à la fonte des glaciers et leur baisse. Je passe rapidement sur les enjeux amont-aval. Ils ont été évoqués, c'est quand même très intéressant. Ouais, ce sera le dernier point. Non, mais pour dire que typiquement, si vous regardez justement, on l'a parlé tout à l'heure, on a l'agence de bassin, mais vous voyez qu'entre les régions amont de montagne et les régions aval, eh bien, les vulnérabilités, ce n'est pas les mêmes. Parce que dans les régions amont, ce qui préoccupe beaucoup les gens, c'est ce qui se passe l'hiver, notamment avec l'industrie de la neige. Et puis ce qui se passe en aval, c'est beaucoup les sécheresses d'été, même si les sécheresses d'été ne vont pas nous épargner non plus. Toute petite dernière, je voudrais plaider pour une gestion un peu globale et raisonnée de l'eau. Alors la première chose, je pense que l'eau, c'est un bien commun qui doit être géré et préservé en tant que tel. Si l'eau est accaparée
quelque part, elle risque fort de manquer ailleurs. Ça, c'est vrai pour tous les territoires et à toutes les échelles. Prendre conscience des conflits d'usage, les traiter sur la base d'une gestion globale et raisonnée. Et encore une fois, l'eau, c'est un bien commun. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis, un dernier point, puisque le titre de cette dernière partie de ma présentation était sur l'adaptation, c'est la notion de maladaptation. On a tendance, en fait, la façon dont on s'adapte spontanément, c'est d'essayer de maximiser les bénéfices à court terme. Vous manquez d'eau, vous trouvez... Et j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure ce qu'a dit le président du conseil départemental sur le fait qu'il faut ralentir l'eau. Parce qu'en fait, tout ce que fait l'homme, tous nos aménagements, on l'accélère. On creuse des digues, on accélère l'eau. Et effectivement, le grand enjeu pour nous, c'est de décélérer pour mieux la garder. Alors, c'est pas forcément... Il y a de l'eau qui est tellement polluée que même si on la garde dans les sols, c'est pas sûr que les sols arrivent à la dépolluer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Et une chose aussi, un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention pour terminer, ce qui vaut pour l'eau comme pour tout le reste, dans le dernier rapport du GIEC, les économistes ont fait des projections à 2050 sur ce qu'on appelle les actifs échoués. Il y a 1000 milliards de dollars d'investissements réalisés ou prévus dans les années qui sont considérés comme des actifs échoués uniquement à cause du réchauffement climatique. C'est-à-dire que vous faites un investissement, mais le réchauffement climatique va faire en sorte que cet investissement ne sera jamais rentabilisé. 1000 milliards de dollars et 100 milliards pour le fonds vert, on n'arrive pas à les trouver. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu aussi à la manière dont on est capable de dépenser de l'argent pour des solutions d'adaptation à très court terme qui très vite s'avéreront totalement obsolètes en perdant de vue qu'on pourrait peut-être investir de l'argent dans des solutions de plus long terme. Voilà, merci, j'étais un peu long, désolé. Merci. Ben, le débat est lancé. Alors, j'ai fait un petit calcul. On a fait en 1h40 ce qui était prévu de faire en 1 heure. Et donc, si on utilise ce ratio pour l'ensemble de l'après-midi, au lieu de parler pendant 5 heures, on va parler pendant 9 heures. Donc, je propose qu'on passe tout de suite à la première table ronde. Merci à vous, Thierry Lebel, d'avoir donné ces messages qui sont alarmants.